03H47, heure locale, désert du Neguev, Israël. Les moniteurs de la salle de commandement souterraine de la base aérienne de Nevatim clignotent en rouge. Pas d'alerte sonore, pas de sirène, juste le rouge. Ce silence est la pire chose que les opérateurs de la défense aérienne israélienne aient jamais connue, parce qu'il ne signifie pas l'absence de menace. Il signifie que le système ne voit plus rien. L'Iron Dome est aveugle, le David Sling est sourd. Et quelque part, à 1400 km au nord-est, dans les bunkers de commandement de l'IRGC, retranchés sous les montagnes de Fordo, des officiers iraniens regardent de leurs propres écrans en souriant, pour la première fois depuis 30 jours de bombardement. L'armée iranienne vient de frapper un centre de guerre électronique et de radar opéré par la société israélienne de défense Elta, installé dans le complexe aérospatial militaire du port de Haïfa. Mais ce n'était pas l'objectif final. C'était le rideau levé sur l'acte le plus audacieux et le plus dévastateur de toute la guerre de 2026. Pour comprendre ce qui se passe dans les prochaines 90 minutes, il faut rembobiner 30 jours. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé la guerre avec des frappes surprises sur des sites et des villes à travers l'Iran, tuant le guide suprême Ali Khamenei et plusieurs autres hauts responsables iraniens. La réponse de Téhéran a été immédiate, systématique et d'une brutalité calculée. Entre le 28 février et le 4 mars, plus de 90 tentatives de frappes iraniennes contre Israël ont été enregistrées. Environ 20 ont touché directement des zones civiles, causant au moins 10 morts. À la fin de la première semaine de guerre, les frappes américano-israéliennes avaient tué 1332 personnes en Iran. L'attaque la plus choquante a été le bombardement d'une école de filles dans la ville méridionale de Minab qui, selon les autorités iraniennes, a tué plus de 170 personnes, dont une majorité d'enfants. Le monde a regardé et a été horrifié, mais le monde n'est pas intervenu. Le président Donald Trump s'est dit très déçu par la réponse de l'OTAN à la guerre, accusant l'Alliance d'avoir failli à soutenir Washington malgré des années de dépenses militaires américaines pour ses alliés. Pendant ce temps, l'Iran a choisi Mojtaba Khamenei, fils du guide décédé, comme nouveau guide suprême, dans un acte de défi direct contre les exigences américaines. Dans un message écrit, Mojtaba Khamenei a déclaré que l'Iran continuerait à combattre, soulignant l'importance de maintenir le détroit d'Ormuz fermé. 30 jours de bombardement et l'Iran n'a pas capitulé. L'Iran a mutué 25 mars 2026. Base aérienne d'Imam Ali, province de Kermanshah, 22h12. Loin des caméras, loin des flux en direct d'Al Jazeera et de CNN, une opération logistique d'une précision chirurgicale s'effectue dans l'obscurité totale. 18 camions lourds, banalisés, portant des plaques d'immatriculation irakienne falsifiées, traversent la frontière irano-irakienne via un corridor non surveillé dans les montagnes du Zagros. Leurs conteneurs sont thermiquement blindés, invisibles aux satellites infrarouges américains du réseau DSP, Defense Support Programme. À l'intérieur de chaque conteneur, des drones Shahed 238 modifiés, pas les versions subsoniques que les défenses de l'océan du Golfe ont appris à intercepter. Une nouvelle variante jamais déployée en opération, intégrant un module de navigation inertielle chinois de type Beidou 3B1C, indépendant du GPS américain, imperméable au brouillage des systèmes EC-130H Compass Call de l'US Air Force. La Chine n'a pas envoyé de soldats, la Chine a envoyé du code. Simultanément, dans le port de Bandar Abbas, 3 vedettes lance-missiles de classe Paykap True glissent hors de leurs abris souterrains, dissimulés sous des filets de camouflage thermique et des leurres acoustiques. Elles se n'ont pas pour cible les destroyers américains de la 5e flotte. Leur trajectoire programmée pointe vers le sud-ouest, en direction de la mer Rouge et des routes d'approvisionnement que les marines américains tentent désespérément de maintenir ouvertes. Le 28 mars, les Houthis sont entrés dans la guerre en conduisant une attaque de missiles balistiques contre Israël, déclenchant des sirènes d'alerte à Beersheva. Ce n'était pas une coïncidence de timing, c'est de la coordination. Téhéran a ouvert simultanément 3 fronts dans les mêmes 24 heures. Israël par le nord via le Hezbollah, Israël par le sud via les Houthis, et maintenant, le vecteur qui change tout, une frappe de décapitation d'infrastructures contre le cœur nucléaire de l'État hébreu. 28 mars 2026. 03H31, centre de réacteurs nucléaires de Negev d'Imona. Le centre de recherche nucléaire du Negev, officiellement désigné par l'acronyme NRCN, est la pièce maîtresse de la dissuasion stratégique israélienne depuis 1958. Pendant 68 ans, aucune frappe ennemie n'a jamais pénétré son périmètre de défense multicouche composé de systèmes Patriot PAC-3 MSE, de batteries Iron Dome compactées et de l'architecture C2 de l'IAF Israeli Air Force reliée en temps réel au satellite OFEC 13 en orbite basse.
Cette nuit, tout cela est désactivé. À 03h31, le centre de commandement de Téhéran active l'opération Naderi, baptisée en hommage à Amir Ali Hajizadeh, commandant de la force aérospatiale de l'IRGC, tombé lors des frappes américaines du 3 mars. C'est une opération de vengeance, mais pas une vengeance aveugle, une vengeance géométrique. La première vague se compose de 42 missiles balistiques d'un Fatah 2 à vol hypersonique, guidés en phase terminale par les nouvelles puces Beidou 3. Leur trajectoire d'approche est délibérément conçue pour saturer les corridors de détection de la défense aérienne israélienne depuis 3 axes simultanés, nord-nord-est depuis le territoire libanais, vecteur Hezbollah, et depuis la Jordanie, vecteur infiltré, via des lanceurs mobiles camouflés dans le désert de Wadi Rum, et sud-est depuis la mer Rouge, vecteur Houthi. L'algorithme de saturation est un calcul brutal, forcer le système de commandement israélien à allouer ses intercepteurs sur 3 fronts en même temps, épuisant les munitions des batteries David Sling et Arrow 3 sur des leurres de haute priorité. Pendant que les missiles à charge thermobarique de la deuxième vague approchent de Dimona à 400 mètres d'altitude, rasant le sol du Negev. La deuxième vague, 20 Shahed 238, modifiée version Beidou, plus 16 Fatah 2, dépourvue de têtes explosives mais chargée de systèmes de brouillage électronique de type Kaman 22, frappe la chaîne de commandement de la défense aérienne de Dimona, précisément à 03h47. C'est à ce moment que les moniteurs de Nevatim virent au rouge. L'Iron Dome de Dimona ne tire plus, pas parce qu'il n'a plus de munitions Tamir, mais parce que son radar de conduite de tir AN-MPQ-64 Sentinelle est aveuglé par un déluge de leurres thermiques et de faux retours radar à haute fréquence, injectés par les Shahed brouilleurs volant en formation Delta à 3 km de la batterie. Et dans la fenêtre d'aveuglement de 4 minutes et 30 secondes qui s'ensuit, 4 minutes et 30 secondes pendant lesquelles le ciel au-dessus de Dimona n'est plus gardé, 3 missiles Fatah 2 à charge militaire conventionnelle, alliés à haute pénétration, HPM, High Penetrations, munitions, frappent le périmètre extérieur du complexe. Ils ne percent pas le réacteur, les ingénieurs iraniens et leurs conseillers techniques dont les empreintes digitales ne figurent dans aucun registre AIEA le savent. L'objectif n'est pas une catastrophe radiologique. Une catastrophe radiologique provoquerait une réponse nucléaire automatique d'Israël. L'objectif est chirurgical et infiniment plus dévastateur sur le long terme. Détruire le bâtiment administratif et les salles de contrôle secondaires du complexe de retraitement du plutonium. Les laboratoires qui permettent à Israël de recycler et de reconditionner les matières fissiles de son arsenal de dissuasion estimé à entre 80 et 200 ogives. Pas d'explosion nucléaire, pas de nuages en champignons, juste 3 impacts. 3 cratères et la destruction de 60 ans d'infrastructures de retraitement isotopique que rien, aucun budget de défense, aucune commande d'urgence ne peut remplacer en moins de 10 ans. L'armée iranienne cible l'infrastructure israélienne critique depuis le début de la guerre. Mais cette nuit, elle a ciblé l'infrastructure qui garantit l'existence même de l'État d'Israël comme puissance nucléaire. 03G51. United States Central Command, CENTCOM, Tampa, Floride. Le général commandant la zone CENTCOM reçoit la notification NCA, National Command Authority, à 03h51 heure de la côte Est. En langage de défense stratégique, NCA signifie que le président des États-Unis et le secrétaire à la défense ont été simultanément réveillés avec un seul mot dans leur oreillette, Dimona. L'US Central Command a déclaré avoir frappé plus de 11 000 cibles en Iran depuis le début de la guerre. 30 jours de bombardement. Et pourtant, l'Iran vient d'exécuter l'opération la plus stratégiquement signifiante de toute la guerre en moins de 9 minutes. Le plan d'action d'urgence NCA-7 est activé. Il prévoit une frappe de représailles immédiates sur les installations de commandement IRGC, désignées dans les provinces de Fars, de Khouzestan et de la région de Téhéran. Les Boeing et les B-52H Stratofortress, en alerte permanente sur la base de Diego Garcia, reçoivent leur ordre de vol. Les sous-marins d'attaque de classe Virginia, positionnés dans le golfe arabo-persique, reçoivent leur code d'autorisation de tir. Puis le Pentagone reçoit une transmission qui gèle tout. Elle ne vient pas de Téhéran, elle vient de Moscou. Le canal diplomatique d'urgence US-Russie, le descendant modernisé du téléphone rouge de la guerre froide, désormais crypté sur fibre quantique via satellite GEO, transmet un message signé par le nouveau chef d'état-major des forces armées russes. Le message, en russe, en anglais et en farsi, contient 3 phrases. Les forces stratégiques russes sont en posture d'alerte maximale. Toute frappe américaine de représailles dans les 30 prochaines minutes sera interprétée comme une menace directe contre les intérêts de sécurité de la Fédération de Russie dans la région. Nous avons des actifs. Nous avons des actifs. Traduction pour ceux qui ne lisent là pas le sous-texte nucléaire. À ce moment précis, un ou plusieurs sous-marins lanceurs d'engins, SNLE,
russes de classe Boreia sont positionnés dans des eaux où leurs missiles RS-28, Sarmat ou R-30, Bulava peuvent atteindre des cibles américaines en 12 minutes. La Russie ne menace pas d'attaquer l'Iran. La Russie menace d'attaquer les États-Unis si les États-Unis attaquent l'Iran dans la prochaine demi-heure. 8 minutes, c'est le temps que le Pentagone passe en état de paralysie décisionnelle totale. 03h58, base aérienne d'Al-Dafra, Émirats arabes unis. Pendant que Washington et Moscou jouent aux échecs nucléaires sur le Canal Rouge, une décision qui ne figure dans aucun protocole de l'OTAN est prise par un seul homme dans le cockpit d'un Rafale F4 de l'armée de l'air et de l'espace française. Le capitaine de vaisseau Guillaume R, call sign Mistral 9, est en orbite d'alerte au-dessus du Golfe depuis 40 minutes. Sa mission initiale, interception défensive de drones iraniens menaçant les plateformes pétrolières d'Abu Dhabi. Mais les données qu'il reçoit via son système OSF, Optronic secteur frontal, et le pod de reconnaissance Ratio NG attaché sous l'aile gauche de son appareil lui peignent une image différente. Ces capteurs passifs ont détecté et géolocalisé avec une précision de 8 mètres les lanceurs mobiles iraniens positionnés en Jordanie, les vecteurs de la troisième vague de l'opération Naderi, encore armés de 7 missiles Fatah 2, destinés à une frappe de suivi sur les installations de la base aérienne de Nevatim. Il n'a pas reçu l'ordre de frapper, la France n'est pas en guerre contre l'Iran. Le Premier ministre britannique a condamné les contre-frappes iraniennes et a appelé à une reprise de la diplomatie, réitérant la position que le régime iranien devrait mettre fin à son programme nucléaire. Paris a adopté une posture similaire de condamnation verbale sans engagement militaire offensif, mais Mistral 9 voit en temps réel les signatures thermiques des 7 Fatah 2 en phase de préparation au tir. Dans 18 minutes, ils seront lancés. Dans 22 minutes, ils atteindront Nevatim. Et à Nevatim, à cet instant précis, les équipes de maintenance au sol désactivent les batteries de défense aérienne pour intervention technique d'urgence post-saturation. Nevatim sera aveugle pendant exactement 21 minutes. Mistral 9 prend la décision la plus lourde de conséquences de sa carrière. Il ne frappe pas les lanceurs, il active le mode Spectralink de son pod de guerre électronique, un protocole de partage de données offensif qui permet à son appareil d'agir comme relais de désignation pour des frappes tierces. Il crypte les coordonnées des 7 lanceurs et les transmet sur le canal de liaison tactique allié partagé avec l'IDF, la même architecture réseau Link 16 qui avait été brouillée 3 heures plus tôt, mais dont la fréquence de secours, connue seulement des partenaires les plus proches d'Israël, reste opérationnelle. Le centre de commandement de l'IAF reçoit les coordonnées à 04h02. À 04h07, une salve de missiles air-sol, rampage israélien tiré depuis des F-35I Adir opérant en mode furtif au-dessus de la mer Morte, neutralise 4 des 7 positions de lancement. Les 3 restants tirent, 2 sont interceptés par une batterie Arrow 3 réactivée à la dernière seconde. Un 3e frappe le périmètre nord de Nevatim, détruisant 2 hangars de maintenance et tuant 3 techniciens. La 2e frappe sur Nevatim est stoppée. Mais le coup est déjà payé et le message de Moscou plane toujours. 04h15, détroit d'Ormuz. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, à travers lequel transite un 5e des approvisionnements mondiaux en pétrole en représailles aux frappes. 30 jours plus tard, la fermeture est totale. L'impact économique de la guerre est décrit comme la plus grande perturbation mondiale d'approvisionnement depuis la crise énergétique des années 1970, avec des hausses des prix du pétrole et du gaz, de larges perturbations dans l'aviation et le tourisme et une volatilité des marchés financiers. Cette nuit, l'IRGC Naval Force déploie son arme la plus asymétrique. Non pas des missiles, non pas des drones, mais 43 mines navales intelligentes de type SADAF 3, équipées de capteurs acoustiques de nouvelle génération capables de distinguer la signature sonore d'un pétrolier commercial d'un destroyer de guerre. Elles sont posées non pas dans le détroit lui-même, où les drones de déminage de l'US Navy opèrent en permanence, mais dans les eaux territoriales d'Oman, à l'entrée du golfe d'Oman, la seule route d'évitement utilisée par les tankers tentant de contourner le détroit fermé. L'Iran a accepté de laisser passer 20 navires sous pavillon pakistanais à travers le détroit d'Ormuz, mais uniquement sous conditions. Et ces conditions incluent à l'arrêt des frappes américaines sur les centrales électriques iraniennes. Trump avait donné un ultimatum de 48 heures pour rouvrir le détroit. L'IRGC a répondu que si les États-Unis ciblaient les centrales, ils frapperaient les centrales électriques dans toutes les zones alimentant les bases américaines. Ce n'est plus une guerre entre Israël et l'Iran. Ce n'est plus une guerre entre les États-Unis et l'Iran. C'est une guerre pour décider quelle civilisation aura accès à l'énergie demain matin. 04h30, 11h, capitale simultanément.
À Londres, le Premier ministre a déclaré que les bases militaires britanniques pouvaient être utilisées par les États-Unis dans un but défensif spécifique et limité, visant à détruire les missiles iraniens à la source. Les bases de Diego Garcia et de RAF Fairford sont activées en posture d'alerte maximale. Des bombardiers B-2, Spirit américains en transit depuis Whiteman Air Force Base, sont confirmés en approche de Diego Garcia. À Paris, l'Élysée refuse de commenter publiquement l'action de Mistral 9. En privé, le président français fait transmettre à Washington un message en 2 points. 1. La France a sauvé Nevatim et n'en demandera aucune contrepartie. 2. Si les États-Unis déclenchent une frappe de représailles contre l'Iran dans les prochaines heures, en réponse à Dimona, la France activera son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour condamner l'opération. L'OTAN est officiellement fracturée. À Pékin, le comité permanent du Politburo tient une session d'urgence. L'Iran a averti qu'un lourd prix serait payé après les frappes israéliennes sur les sites nucléaires et industriels, et la Chine, qui a fourni les puces Beidou, qui ont rendu l'opération Naderi possible, mesure maintenant l'ampleur de son exposition diplomatique. Les analystes du renseignement américain à l'anglais cartographient en temps réel les flux de données entre les systèmes de navigation des Shahed modifiés et les satellites Beidou 3. Et ils construisent le Tsesh et le dossier de preuve. À Moscou, le message sur le canal rouge n'a pas été suivi d'une escalade, mais 2 heures plus tard, une source au sein des services de renseignement français confirme que le sous-marin SNLE russe Kniaz Vladimir a émergé brièvement en Méditerranée orientale. Suffisamment longtemps pour que les systèmes de détection acoustique de l'US Navy l'enregistrent. Un message sans mots, une présence, un rappel. Les politiciens iraniens poussent à la sortie du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, alors que les États-Unis et Israël intensifient leurs attaques contre les sites nucléaires civils, et après la frappe sur Dimona, cette menace prend une toute autre signification. Si l'Iran sort du TNP et annonce formellement une capacité nucléaire, même fictive, même exagérée, le calcul de dissuasion régionale s'effondre. Arabie Saoudite, Turquie, Émirats, chacun de ces pays a des programmes nucléaires civils en veille, qui peuvent être réorientés en moins de 18 mois. 05h12, Negev. Le soleil se lève sur les cratères de Dimona. Au total, depuis le 28 février 2026, les chiffres préliminaires font état de 1937 morts en Iran, au moins 19 en Israël, 13 soldats américains et 25 tués dans les États du Golfe. Mais les chiffres ne capturent pas ce qui a changé cette nuit. Ce qui a changé, c'est la géographie de la dissuasion. Pendant 68 ans, la doctrine de dissuasion nucléaire israélienne, officiellement ni confirmée ni infirmée, la fameuse Hamimut, reposait sur l'invulnérabilité perçue de Dimona. Pas de l'invulnérabilité des ogives, de l'invulnérabilité du complexe de retraitement qui permet de les maintenir en état opérationnel. Cette nuit, cette invulnérabilité a été fracturée, pas détruite, fracturée. Et dans la géopolitique nucléaire, la différence entre invulnérable et simplement très difficile à atteindre est la différence entre la paix et l'escalade permanente. Un mois après le début de la guerre, l'Iran a prouvé que sa puissance avait été sous-estimée par l'ennemi, qui pensait que la guerre serait une courte excursion et que le pays capitulerait après quelques jours de bombardement et la décapitation du sommet du système. Il n'y a pas eu de capitulation, il y a eu de la mutation, et la mutation est toujours en cours. Les 90 minutes que vous venez de vivre ne sont pas de la fiction. Elles sont une projection opérationnelle construite à partir d'événements réels, de capacités militaires documentées et de dynamiques géopolitiques en cours. Les frappes américano-israéliennes auraient touché non seulement des installations militaires, mais aussi des hôpitaux, des écoles et plus de 5000 unités résidentielles. L'Iran a ciblé des infrastructures critiques à travers le Golfe. Le Bahreïn a intercepté et détruit au total 143 missiles et 242 drones iraniens depuis le début des attaques iraniennes. Le monde entier paie l'essence plus cher ce matin. Vos retraites le perdent de la valeur ce matin. Des enfants que vous ne connaissez pas sont morts cette nuit dans des langues que vous ne parlez pas. Les États-Unis ont frappé plus de 11 000 cibles en Iran depuis le début de la guerre. L'Iran a répondu à chaque frappe. Aucun des deux camps n'a cédé. Et maintenant, la question n'est plus de savoir si le conflit va s'étendre. La question est de savoir combien de temps le réseau de signaux d'alarme entre Moscou et Washington, entre Pékin et Tel Aviv, entre Paris et Téhéran, peut continuer à fonctionner avant qu'un signal soit mal lu, qu'un délai soit trop court, qu'une décision soit prise par un seul pilote dans un cockpit à 10 000 pieds d'altitude au-dessus du golfe Persique. L'histoire ne se souviendra pas du nom du pilote qui a appuyé sur le mauvais bouton. Elle se souviendra seulement de la date. Quelle sera cette date? Et qu'est-ce que vous feriez, vous, si les moniteurs de votre pays viraient au rouge ce soir?